Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, c'est Sens Public, votre rendez-vous quotidien de débat et de reportage. On se retrouve tous les jours du lundi au jeudi à 18h et 22h sur Public Sénat pour donner du sens à l'actualité grâce à nos invités experts. 90 minutes de grands thèmes avec un débat d'actu pour commencer consacré ce soir au bal des parias. Vladimir Poutine et Kim Jong-un, deux dictateurs dans le viseur des pays occidentaux soumis à des sanctions sans précédent et qui narment la communauté internationale avec cette rencontre où il devrait être question d'armes et de munitions. Mais que peut fournir l'industrie militaire nord-coréenne? Avec quelle contrepartie? Ce partenariat n'est-il pas aussi un constat de faiblesse pour Vladimir Poutine? Réponse juste après ces titres. Et puis comme nous le faisons régulièrement depuis la création de cette émission, il y a 2 ans. Notre second débat sera volontairement décalé de l'actualité du jour et il portera sur l'un des mots de cette rentrée, l'autorité déclinée sous toutes ses formes. L'ordre, l'ordre, l'ordre. Le respect du professeur et de son autorité. Ce qui est bon, c'est la fermeté. Nos compatriotes attendent de la fermeté. Le but, c'est évidemment de punir, et moi j'assume cette fermeté. 2 mois après les émeutes, le retour à l'autorité est au cœur de tous les discours politiques, pas seulement ceux du gouvernement. Comment la restaurer? Depuis quand est-elle en danger? Est-ce forcément une valeur de droite? Beaucoup de questions passionnantes à poser à nos invités d'ici 3 quarts d'heure. Mais d'abord, donc, ce train blindé nord-coréen qui rentre sur le territoire russe, c'est l'une des images fortes de ce mardi, symbole d'une alliance entre 2 pays au banc des nations démocratiques. Flora Sauvage. C'est la première visite du dirigeant nord-coréen depuis la pandémie de Covid-19. Parti dimanche à bord d'un train blindé, Kim Jong-un est arrivé en Russie pour rencontrer Vladimir Poutine. Obus, missiles anti-chars. Après 23 mois de guerre en Ukraine, Moscou chercherait à s'approvisionner auprès de la Corée du Nord. Pyongyang serait intéressé par la technologie de pointe russe pour des satellites et des sous-marins nucléaires. Ce que tout le monde dit, c'est que la Corée du Nord va fournir des armes à la Russie. Je ne suis pas sûr, malgré tout, que ce soit l'objectif premier. Je ne suis pas sûr que la Corée du Nord soit en mesure d'apporter des armes vraiment intéressantes pour la Russie. Aujourd'hui, ce que l'on observe avec cette visite, c'est la volonté des 2 pays de montrer qu'ils ne sont pas aussi isolés qu'on le prétend. Pour Washington, le rapprochement de Moscou vis-à-vis de Pyongyang représente un aveu de faiblesse. Avoir à traverser tout son pays pour rencontrer un paria de la scène internationale afin de lui demander de l'aide dans une guerre qu'il espérait gagner en 1 mois, je dirais que ça revient à quémander de l'aide. Mais selon cette chercheuse, en se rapprochant de la Corée du Nord, Vladimir Poutine adresse un message aux Occidentaux et à la Corée du Sud. Séoul fournit indirectement des armes à l'Ukraine via la Pologne. Il y a de grandes chances pour que la volonté de la Russie soit d'exercer des pressions sur la Corée du Sud, en se rapprochant comme ça de manière très officielle de la Corée du Nord. Vladimir Poutine est actuellement à Vladivostok pour un forum économique. Selon le Kremlin, il devrait rencontrer Kim Jong-un dans les jours à venir. Rien n'a filtré, ni sur la date, ni sur le lieu de la rencontre. Le bal des parias, c'est le thème de notre débat. Je vous présente nos invités. Patricia Lémonière, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes grand reporter, spécialiste des relations internationales et vous publiez ce livre Au cœur du chaos aux éditions Artaud. Pierre-Antoine Donnet, bonsoir. Bienvenue, vous êtes journaliste à Asialiste et je cite également votre livre Le dossier chinois, portrait d'un pays au bord de l'abîme, publié aux éditions du Cherche Midi. Je signale aussi que vous étiez rédacteur en chef chez nos confrères de l'agence France Presse. Florent Parmentier, bonsoir. Et bienvenue à vous. Vous êtes secrétaire général du CEVIPOF Sciences Po, chercheur associé au Centre de géopolitique de HEC. Et j'accueille Émilie Zapalski. Bonsoir Émilie. Bonsoir. Spécialiste de communication politique, éditorialiste pour Sens Public. Bienvenue à vous aussi. Je vais commencer par ce qui est peut-être anecdotique. Pas tant que ça, remarquez. Cet étonnant voyage en train, vous allez le voir sur une carte, la frontière nord-coréenne n'est pas très éloignée de Vladivostok, 130 km. Alors on est très loin du TGV sur les moyennes horaires, 60 km/h maximum, temps estimé 20 heures pour ce voyage. Patricia Lémonière, c'est une question, pourquoi va-t-il aussi lentement ce train? Qu'est-ce qu'on en sait de ce train? Alors, il va lentement parce qu'il est blindé. Oui. En haut, en bas, sur les côtés. Bon, ça, c'est l'histoire du blindage. Ce train, il existe depuis pratiquement toujours, sous des formes différentes. Le grand-père
de l'actuel dirigeant nord-coréen, utilisait déjà un train, il en avait pris un pour se rendre à Moscou. Alors imaginez à 60 km/h combien de temps il avait mis pour se rendre à Moscou. Le dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un, l'avait pris pour aller au Vietnam, pour rencontrer Trump. Bon, quand il l'avait rencontré à Singapour, il n'avait pas pris le train, il avait pris l'avion, exceptionnellement. Mais ce train, à lui seul, il raconte ce qu'est le régime. Il raconte sa paranoïa, la peur d'être attaqué. Il raconte le fait que ce régime s'appuie sur la force et donc le militaire, le nucléaire. Il raconte aussi son outrecuidance vis-à-vis de son peuple qui crève de faim, parce que dans ce train, imaginez-vous, il y a les satellites, il y a des antennes de télévision, il y a des écrans de télévision. Et vous pouvez manger tout ce que vous voulez. Du caviar, des homards, du vin français, disent ceux qui l'ont emprunté. Et enfin, ce train, il raconte aussi, eh bien, j'ai envie de dire, la volonté de deux régimes, paria, comme vous l'avez dit, de se renforcer l'alliance face au bloc occidental. Alors ça, évidemment, on va détailler cet aspect, mais Pierre-Antoine Denet, vous êtes allé en Corée du Nord, on y reviendra, et ce train, Patricia Lémonière l'a un peu évoqué, il pourrait être le symbole, effectivement, du mépris des Kim pour un peuple qui est quand même affamé, avec le luxe, l'opulence, mais il est affiché, on peut le visiter, il est devenu un symbole du pouvoir et du pays. Alors, je précise que le grand-père Kim Il-sung avait une phobie des avions. Il n'en prenait jamais. C'est le point de départ de l'histoire. Voilà, exactement. Oui. Mais Kim Jong-un a pris l'avion, donc c'est différent. Alors, ceci, vous savez, le régime nord-coréen, quand on le voit dans ce pays, mais c'est non seulement effrayant, mais c'est épouvantable. C'est un système politique qui dépasse l'entendement et le raisonnement humain. Je ne vois pas d'autre pays avec lequel le comparer. Il y a effectivement, comme vous l'avez dit, une population qui est affamée. Il y a de façon récurrente des famines épouvantables où la population meurt par dizaines de milliers et centaines de milliers. Et il y a ce régime inique qui, effectivement, là, possède tous les attributs d'une nomenclatura extrêmement riche qui profite de tout. Oui, c'est un émissaire russe, je crois, qui avait raconté effectivement l'opulence à l'intérieur de ce train. On va rentrer un peu plus dans les enjeux diplomatiques. Toujours à propos de Kim Jong-un, pour commencer, on fera un focus côté russe un peu plus tard. Florent Parmentier, pour lui, pour le dictateur nord-coréen, c'est quoi l'enjeu de cette rencontre, d'après vous? Il y a 3 enjeux, je pense, qui se dégagent. Et on pourrait y revenir d'ailleurs un peu plus en détail. Un enjeu militaire, montrer que la Corée du Sud peut fournir non pas des armes de précision. La Corée du Nord. La Corée du Sud. La Corée du Sud fournit des armes de précision, mais pas au même camp. Oui. La Corée du Nord fournit non pas des armes de précision, mais plutôt des armes massives. Or, ce qu'on a observé sur le terrain de la guerre en Ukraine, c'est l'utilisation massive de l'artillerie. Par conséquent, la question n'est pas celle du perfectionnement de ces armements, mais plutôt de la quantité disponible. Et là-dessus, on peut penser effectivement que les choix qui n'ont pas été faits en faveur de la population l'ont été en faveur d'un stock d'armement qui, depuis 1953 a dû proliférer et certainement, je pense que ça c'est le premier enjeu. Le second enjeu, à mon sens, pour Kim Jong-un est un enjeu diplomatique. Si deux parias se rencontrent, c'est une chose. S'il y a une internationale des parias, alors vous êtes dans une réalité parallèle, c'est-à-dire vous êtes dans une autre forme de communauté internationale, celle des parias, mais vous n'êtes plus le vilain petit canard au sein d'un système mondial qui serait totalement unifié. Or, ce qu'on a observé depuis le début de la guerre en Ukraine est une forme de fragmentation du monde qui s'est accélérée, fragmentation qu'on a pu voir on y reviendra évidemment à différents niveaux sur la question des sanctions, par exemple, où la position occidentale n'est pas partagée très largement au-delà de ses frontières. Troisième enjeu, des enjeux certainement économiques. On a à la fois une capacité de production en Corée du Nord, mais il y a aussi très certainement des formes de complémentarité qui sont assez faciles à imaginer. Entre d'un côté une population qui effectivement a des problèmes d'approvisionnement de nourriture, moins qu'à certaines périodes récentes de l'histoire, mais il y a à côté surtout un grenier à blé qui a massivement la possibilité d'exporter son blé comme une capacité politique. Il va y avoir un donnant-donnant, on y reviendra. Là aussi, merci d'avoir posé les enjeux principaux. Peut-être pour rester sur l'utilisation que Kim Jong-un va pouvoir faire de ces images. Pour l'instant, il y en a très peu. Il y a l'image du train, il y aura sans doute, on ne sait pas quand, on ne sait pas où, dans quelques jours, la rencontre, et elle sera... On peut imaginer immortaliser, et donc il y aura ces images. Comment ils les utilisent? À quel point le peuple nord-coréen est,
J'allais dire lobotomiser, le terme est un peu fort, mais comment elles sont utilisées, ces images? Non, le terme n'est pas trop fort, il est même carrément décérébré. Vous savez, en fait, en Corée du Nord, le seul moyen d'information, c'est l'information officielle, donc la désinformation. Alors, il y a à longueur de journaux les portraits de Kim Jong-un, tout ce qu'il fait. Quand il se rend sur place, il faut donner des conseils à un hôpital. Voilà. Il n'y a que ça. Donc là, évidemment, ce voyage servira à renforcer encore son image. En est-il vraiment besoin? Je ne sais pas. À vrai dire, je pense qu'il a tout à y gagner sur le plan international parce qu'effectivement, il sort de chez lui. C'est la première fois, ça a été dit, depuis le début de la pandémie. Et il est reçu, par... voilà, on sait effectivement que là aussi, c'est un coquin. C'est l'alliance des coquins, certes. Mais moi, je trouve que celui qui vraiment montre, à vrai dire, à quel point il semble aux abois, c'est Vladimir Poutine. Oui, alors ça, effectivement. Allez-y en quelques mots, parce qu'on en parlera plus longuement. Oui, il a beaucoup plus à perdre, et effectivement, on peut y voir un constat de faiblesse, mais ça, ce sera le thème de votre chronique. On y viendra un petit peu plus tard, parce que je voudrais quand même qu'on se concentre un peu sur la question des armes. Vous l'avez un peu évoqué. On va essayer d'être prudent, parce que moi, ce que j'entends depuis 2 jours, depuis qu'on a eu l'annonce de cette visite, c'est voilà, il va y avoir un accord sur des armes, etc., etc. Écoutons ce qu'en dit le porte-parole du département américain, c'est évidemment l'équivalent de notre ministère des Affaires étrangères, mise en garde des Américains. Écoutez. Nous allons donc suivre de très près l'issue de cette rencontre. Je rappellerai aux 2 pays que tout transfert d'armes de la Corée du Nord vers la Russie constituerait une violation des multiples résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous avons bien entendu imposé des sanctions contre des entités qui financent l'effort de guerre russe. Nous continuerons à les appliquer et nous n'hésiterons pas à les renforcer et à imposer de nouvelles sanctions. Alors, vous vouliez prendre la parole sur les armes, parce que dans notre sujet d'ouverture de Flora Sauvage, il y avait pas mal de conditionnels là-dessus. Oui, qu'est-ce qu'on en sait? Globalement, la Corée du Nord est surarmée, il faut le savoir. Vraiment. Alors, certes, ce qui intéresse Poutine, c'est notamment toutes les munitions, les missiles anti-chars, oui. Mais il n'y a pas que ça. Il faut savoir qu'il y a des centaines de missiles qui sont pointés sur Séoul et qui sont prêts à être tirés à chaque seconde. Ce sont des missiles à propulsion à poudre, c'est-à-dire qu'ils ne nécessitent pas d'être chargés avant d'être lancés. Et ça peut intéresser la Russie et l'armée russe de Vladimir Poutine. Voilà ce que je vois. Alors jusqu'où ça ira, évidemment, ça sera difficile de savoir au début. Oui, évidemment, ça va être... Pour l'instant, il n'y a rien d'officiel sur le fait que ça porte sur des armes. Patricia Lemonnier, il faut remonter quelques mois en arrière pour comprendre ce qui se passe, notamment une visite du ministre de la Défense russe. C'était au mois de juillet. Le timing n'était pas anodin. Il vient à quel moment en Corée du Nord? Il vient célébrer, d'ailleurs... en compagnie d'un Chinois aussi, d'un membre important du Parti communiste. Ils viennent célébrer, en fait, la grande fête qui se passe tout le temps, qui est, en fait, l'armistice. Voilà. Et contre la Corée du Sud, enfin, de la fin de la guerre, ou la victoire, finalement, contre l'ennemi américain. Et voilà. Et ce qui était très intéressant ce jour-là, c'est que devant le ministre de la Défense russe, Shoigu, Kim, et un représentant chinois important du Parti communiste, dont je ne me souviens plus le nom, vous m'excuserez, et ces 3 hommes-là observaient le défilé. Et là, on avait l'alliance, effectivement, qui était en train d'apparaître comme ça et de s'affirmer. Mais j'ai envie de dire que cette alliance, les Kim, enfin la famille, sous le grand-père, on en avait su en jouer merveilleusement. Le grand-père jouait de la Russie contre la Chine. Il aimait bien faire ce petit équilibre. Peut-être oui, c'est pas une nouvelle alliance entre la Russie et la Corée du Nord, que les choses soient claires. C'est la Russie qui a fait la Corée du Nord au départ. C'est le régime soviétique qui l'a fait. Mais une fois fait, le grand-père s'est amusé à jouer les deux. Puisqu'en plus, il y avait un désamour à un moment donné entre les deux. Là, Kim, qui dépend totalement de la Chine pour son approvisionnement et son commerce extérieur, 90%, finalement n'est pas mécontent, on parlera de l'aspect international, mais n'est pas mécontent de renouer et de voir Vladimir Poutine venir manger dans sa main, parce que comme ça, il peut jouer un peu avec les deux et devenir un peu le faiseur de roi. Oui, alors vous nous disiez missiles à poudre, parce que moi, quand je pense j'ai certainement une vision
peut-être biaisé, un peu caricatural de la Corée du Nord, mais j'imagine pas une industrie militaire aussi précise, puissante. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'industrie militaire nord-coréenne aujourd'hui, même s'il y a certainement plus d'argent qui est mis là que dans les programmes pour nourrir la population? Alors, si on regarde, sans être un spécialiste de l'armement nord-coréen, ce qu'on peut dire, ce qui est à part évidence, c'est que régulièrement, la Corée du Nord fait montre d'avancées technologiques. On peut penser notamment dans le domaine des missiles, dans le domaine des questions de la non-prolifération. Reste à savoir si la Russie, à ce moment-là, changerait un peu son approche, qui a été plutôt l'idée de dénucléariser la péninsule coréenne, ou si elle souhaite au contraire renforcer ce clivage-là, parce que ça aura des incidences naturellement ensuite sur la position et les relations entre la Corée du Sud et les États-Unis. Il y a également eu récemment une communication autour du lancement d'un sous-marin qui là aussi était plus perfectionné que ce qui était jusqu'à présent. Mais je pense que dans le conflit ukrainien et dans ce que la Russie peut attendre de la Corée du Nord à cet instant précis de la guerre, ce qui semble plutôt évident, c'est que c'est le stock de munitions qui est important. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, depuis 18 mois, l'Ukraine a pu tenir avec le soutien et la livraison d'armement de l'ensemble des pays de l'OTAN. La Russie a fait appel à un seul pays, jusqu'à présent, à part ses propres réserves, à l'Iran, dont elle a pris les drones. Là, c'est l'occasion d'avoir un second fournisseur. Si on prend, dans le cas présent, des munitions d'artillerie, quel serait l'objectif et à quelle fin, en quelque sorte ? Je pense qu'on assistera encore pour 1 ou 2 mois à la suite de la contre-offensive ukrainienne telle qu'elle se déroule aujourd'hui. Très vraisemblablement, les chances de récupérer l'ensemble du terrain sont aujourd'hui faibles. Je pense qu'il faut être lucide sur un constat qui est difficile. Cela nous amènerait début 2024, très vraisemblablement, à une perspective qui est celle d'une nouvelle offensive russe, pour laquelle elle aurait besoin à peu près du même volume de munitions. Et si on regarde le conflit, pour un obus tiré par l'Ukraine, vous en avez plusieurs, 3, 5, 10 par endroit, tirés par la Russie. Donc pour garder cette supériorité de l'artillerie à un moment où les approvisionnements européens baisseront et les approvisionnements américains baisseront aussi probablement, dans une perspective d'une campagne électorale américaine, alors vous avez intérêt à faire le plein de bibelots qui ne sont pas très jolis et pas très efficaces nécessairement, mais qui seront très probablement efficaces sur le champ de bataille. Alors, dans le plan russe. Dans ce chapitre sur les armes, on va se concentrer maintenant sur la question des armes nucléaires et je propose à Alexandre Poussard de nous rejoindre sur ce plateau. Bonsoir Alexandre, bienvenue à vous. Bonsoir Thomas, bonsoir. Russie, Corée du Nord, 2 pays qui possèdent l'arme nucléaire. Effectivement, à commencer par la Russie qui est dotée d'un arsenal nucléaire puissant et en février dernier, la Russie a décidé de suspendre sa participation au traité New Start de désarmement nucléaire conclu en 2010 avec les États-Unis, un traité qui limitait le nombre d'ogives nucléaires détenues par les 2 puissances. Autre inquiétude dans le contexte de la guerre en Ukraine, la décision de Vladimir Poutine de transférer des armes nucléaires tactiques en Biélorussie. On va écouter sur ce point le président russe, c'était en mars dernier. Le président de Biélorussie soulève depuis longtemps la question du déploiement d'armes nucléaires tactiques russes sur son territoire. Il n'y a rien d'inhabituel. Les États-Unis agissent de la sorte depuis des décennies. Ils placent depuis longtemps leurs armes nucléaires tactiques sur le territoire de leurs alliés, les pays de l'OTAN en Europe. Alors aujourd'hui, la Russie ne montre pas une stratégie de développement de son arsenal nucléaire, mais depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, Vladimir Poutine ne cesse de menacer d'utiliser cette arme nucléaire. Et donc côté Corée du Nord, il y a cette volonté de s'afficher comme une puissance nucléaire. Oui, cela fait 20 ans, Thomas, que la Corée du Nord est sortie du traité international de non-prolifération nucléaire qui est signé par 191 pays. Et cela fait des années que le régime communiste tente de se doter d'un arsenal nucléaire opérationnel. Alors en 2018, il y a eu une poignée de main et un accord historique entre Donald Trump et Kim Jong-un pour stopper le programme nucléaire nord-coréen. C'était au sommet de Singapour.
mais cet accord, eh bien, il n'a jamais été vraiment mis en œuvre. Et depuis le départ de la Maison-Blanche de Donald Trump, eh bien, la Corée du Nord a repris son programme nucléaire. Par exemple, en 2017, la Corée du Nord détenait 55 têtes nucléaires. En 2022, elle en détenait 95 et elle avait réalisé 75 tirs d'essai de missiles à courte et moyenne portée. Et en 2022, eh bien, Kim Jong-un n'hésitait pas à menacer directement les États-Unis. On l'écoute. Le bouton nucléaire est toujours sur mon bureau. Les États-Unis doivent prendre conscience que ce n'est pas du chantage, mais la réalité. Et voilà, face à cette menace croissante nord-coréenne sur le plan nucléaire, eh bien cet été, un sous-marin nucléaire américain lanceur d'engins s'est posté dans un port de Corée du Sud, ce qui a fait encore monter un petit peu plus la tension. Merci beaucoup Alexandre. Patricia Lémonière, je me tourne vers vous. Cet arsenal nucléaire, est-ce qu'on peut dire que c'est aussi une sorte d'assurance-vie pour Kim Jong-un, si on le compare à d'autres dictateurs, notamment tous ceux qui sont tombés depuis une douzaine d'années en remontant au printemps arabe? Est-ce que ça le protège au sein de la communauté internationale? Définitivement, en tout cas, ça le rend difficilement éjectable, parce qu'il possède cette arme. Les essais sur la bombe H sont récents. Ce qui est fascinant, enfin, l'acquisition de la bombe H est pas si ancienne que ça. Ce qui est fascinant, c'est la façon à laquelle il y a une progression. La progression dans la maîtrise de l'arsenal nucléaire s'est fait très rapidement quand même. Je veux dire, souvenez-vous, quand il était arrivé, je crois qu'ils en étaient à 3 essais pratiquement. Donc vous voyez, depuis 1993, ils ont complètement multiplié, démultiplié leur capacité nucléaire. Ce dont il manque aujourd'hui, et ça c'est peut-être à cause des sanctions, il manque en fait d'éléments d'intrants, enfin comme diraient les spécialistes, pour miniaturiser leur tête nucléaire qu'ils mettent sur leurs missiles balistiques longue portée. Et ça, ils en ont besoin. Mais est-ce que ça peut faire partie du deal avec les Russes? Ils se disent que peut-être les Russes pourraient leur fournir. Donc, c'est un peu un deal win-win, en fait, comme disent nos amis chinois, si vous me permettez. Et je pense, et je partage complètement votre avis, dans ce deal, le grand gagnant pourrait bien être Kim Jong-un et pas Poutine. C'est cohérent, cette hypothèse? Parce que là, on ne peut que faire des hypothèses, évidemment. Et puis d'ailleurs, on ne le saura sans doute pas non plus officiellement à la sortie de cette rencontre entre Kim Jong-un et Vladimir Poutine. Donc, est-ce que vous y croyez à cette hypothèse d'un donnant-donnant qui inclut une part de technologie nucléaire, si je simplifie, et deux, la partie suivante de la question, c'est la réaction américaine, évidemment. Vous savez déjà comment la Corée du Nord a mis au point l'arme nucléaire. Il n'y a que 2 pays qui ont pu lui fournir la technologie. C'est la Chine et la Russie. Personne d'autre. Derrière, il y a l'Iran, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. On assiste aujourd'hui, mais ça c'est très clair, et ça s'est accéléré ces 2 dernières années, à une course aux armements sur le théâtre de l'Extrême-Orient. En face de la Corée du Nord, il y a bien sûr la Corée du Sud, le Japon et derrière les États-Unis. Or, il se trouve que cette alliance de facto entre la Corée du Sud, le Japon et les États-Unis ne cesse de se renforcer du fait de la menace nord-coréenne, mais aussi surtout de la Chine. Ce qui fait que la Corée du Nord se sentait un petit peu à l'étroit, relativement vulnérable, avec un président de Corée du Sud qui est beaucoup plus intransigeant que son prédécesseur à l'égard de la Corée du Nord. Donc la voie diplomatique entre les deux, elle est fermée pour un certain temps. Combien de temps, nul ne le sait. En tout cas, ni l'un ni l'autre ne veut vraiment négocier aujourd'hui. Le principe de la dissuasion nucléaire, on va le rappeler, c'est qu'on est supposé ne jamais utiliser ces armes, enfin plus jamais utiliser ces armes. Est-ce que ça vaut, ma question elle est volontairement un peu naïve, est-ce que ça vaut pour un personnage comme Kim Jong-un? Je pense qu'au-delà du personnage... Ou est-ce qu'on est face à un régime complètement fou, effrayant, et est-ce que ça vaut aussi pour son dirigeant? Vous voyez ce que je veux dire? Il faut le maîtriser. Ouais. La difficulté, c'est que la dissuasion fonctionne si on a affaire à des acteurs purement rationnels. Or, ça élimine effectivement les personnalités fantasques. Ou encore, on peut imaginer qu'au sein du régime et au sein de l'armée nord-coréenne, il y a quelques personnes quand même qui se permettraient de reprendre le point. Mais ça met totalement de côté un autre aspect fondamental du nucléaire, qui est en réalité le risque d'accident. Comme ça avait existé au début des années 80, on se souvient qu'un soldat, un officier soviétique avait volontairement désobéi en ne précisant pas qu'il y avait des éléments sur la carte qui bougeaient et qui étaient inquiétants. Et ce monsieur Petrov a probablement évité, en
misant quand même sur l'idée qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, a évité qu'il y ait 4 ou 5 missiles qui soient envoyés de manière un peu défensive par l'Union soviétique, alors même qu'elle n'avait pas été attaquée. Le risque d'incident est quelque chose d'important. C'est pourquoi aujourd'hui, les spécialistes, je pense à quelqu'un comme Benoît Pelopidas, parlent davantage de vulnérabilité nucléaire, c'est-à-dire des risques qui existent en fait au-delà de points. Et on a vu dans le cas ukrainien un élément important aussi, qui est que la vulnérabilité nucléaire permet non seulement d'illustrer un peu et de permettre de ne pas concentrer tout sur la figure du dirigeant quand il s'agit de dissuasion, mais permet également de prendre en compte des risques, comme celui, par exemple, de la centrale de Zaporizhzhia, dont on a beaucoup parlé en août 2022, et qui est toujours l'objet d'un certain nombre d'inquiétudes de la part des observateurs, tout simplement parce que l'idée qu'il pourrait y avoir, à ce niveau-là, une forme d'incident qui serait évidemment dramatique. Je reviens, oui, pardon, Émilie. Moi, j'avais une remarque, c'est que j'ai l'impression quand même l'opération de communication, elle est déjà quasiment réussie, alors que la rencontre n'a pas eu lieu, on ne sait même pas si elle aura lieu officiellement. C'est quand même assez incroyable, hein, ces personnages, et vous l'avez dit tout à l'heure en démarrant sur le train blindé, une espèce de mise en scène, et il y a une espèce de similitude dans ces personnages qui s'affichent avec un look, un style très très particulier, hein, que ça soit du côté de la Corée du Nord, de la Russie, moi je pense à Trump aussi, hein, des imaginaires, des styles très particuliers, et puis cette espèce de mise en scène avec ce train qui fait que même avant qu'il arrive, on l'imagine, hein, là sur la carte on l'imaginait, avec ces questions posées dès maintenant, nucléaire, est-ce qu'il est effrayant ou pas, est-ce qu'il est tellement fou qu'il peut appuyer. En fait ce que je veux dire c'est que... Vous êtes en train de nous dire qu'on tombe, nous, occidentaux, un petit peu, mais c'est normal, journalistes parce que ça y compris, fait peur. dans un piège de communication. C'est normal, parce que c'est la guerre quand même, et c'est des probables alliés, donc c'est normal qu'on s'inquiète, mais il y a une opération de communication entre les deux qui est assez forte. Je trouve que votre question elle est passionnante. Pierre-Antoine Denet, est-ce que ça peut déboucher sur rien, une rencontre, c'est-à-dire que de la communication, une rencontre comme celle-là? Moi, je pense sincèrement que non. Il y aura certainement des accords qu'on ne connaîtra pas et qui prendront peut-être du temps à se mettre en œuvre, mais ça n'est pas qu'une opération de com. Le grand point d'interrogation, et si vous regardez la position chinoise, depuis maintenant le début de la guerre en Ukraine, quand il y a eu ces menaces nucléaires proférées par Vladimir Poutine, à chaque fois, la Chine a dit non. Et elle l'a fait savoir. Elle ne l'a pas dit publiquement parce qu'elle ne veut pas... c'est une question d'image pour Poutine. Mais ça s'est su, elle a trouvé les voies de communication pour le faire savoir. Elle refuse ce chantage nucléaire. Si elle change de position, personne ne peut l'exclure, du fait de grandes difficultés en ce moment en Chine, là, tout le jeu change. Là, vraiment, on rentrerait dans une zone de danger. On n'en est pas là. Je pense que, si vous voulez, autant on peut penser que Poutine est entré dans un aventurisme dangereux, autant on connaît le personnage de Kim Jong-un, qui pour le moins est fantasque, autant jusqu'à aujourd'hui, Xi Jinping s'est montré quelqu'un de rationnel. Alors on va voir, les mois qui vont venir, même peut-être les semaines, seront déterminantes. Parce qu'aujourd'hui, la situation intérieure en Chine, surtout sur le plan économique, est extrêmement grave pour lui. Alors, je voulais rebondir par une toute petite remarque à ce que vous venez de dire. Ce qui est très intéressant, justement, c'est qu'aujourd'hui, Pékin, à part une brève déclaration disant nous allons continuer à coopérer massivement, etc., pour rappeler quand même qu'ils étaient là, Pékin observe. Pékin, à part cette déclaration, se tait. C'est vraiment, on les sent hésitants sur justement la stratégie à adopter. Allez-y, mais on reprendra un peu plus de temps pour reparler de la Chine. Mais allez-y. C'est-à-dire que le régime communiste chinois a tout intérêt à ne rien dire pour le moment. Parce que c'est tout bénéfice de toute manière. Mais je crois qu'ils sont embarrassés aussi. Alors, ils vont peut-être montrer qu'ils sont embarrassés, mais sur le fond... cette alliance de facto là, qui se dessine sur le plan militaire entre la Russie et la Corée du Nord les arrange, parce que ça leur donne une carte à jouer supplémentaire. Et en fait, dans le rapport politique de la Chine avec l'étranger, c'est toujours la même chose. C'est le levier. Il est plus ou moins fort, et la Chine ne comprend que le langage de la force. Justement, Florent Parmentier, c'est peut-être, ça permet aussi à la Chine de ne pas aller plus loin dans son soutien à la Russie. C'est ce que j'entends en creux. C'est une ligne rouge, la livraison d'armes que le pays se refuse à franchir pour l'instant. Effectivement. Et si on regarde un peu le rapport régional, on pourrait se dire que derrière, il y a plusieurs choses, mais on pourrait dire que les dirigeants russes essaient peut-être de faire en réalité de la Corée du Nord une forme de...
à la fois de champ de livraison des stocks d'armement, ça c'est un premier point. Donc il faut analyser les choses en stock, mais il faut aussi les analyser en flux et de savoir si ça peut être une base arrière productive qui permettrait d'aller pallier en fait les usines qui tournent déjà à plein régime et depuis très longtemps dans l'Oural. Et bien là, c'est l'occasion de pouvoir les faire tourner à plein régime avec un pays qui est assez immune en réalité aux tentatives de sanctions américaines. A-t-on une grande entreprise nord-coréenne qui pourrait dire au régime non, là, vous allez m'empêcher d'exporter sur le marché, etc. Non. A-t-on la nécessité, au Corée du Nord, d'avoir des dollars pour faire du commerce international? Non. Aujourd'hui, on voit plutôt dans les flux internationaux une tendance qui est celle de la dédollarisation des échanges, en passant par du yuan, en passant par des roupies pour l'Inde, en passant par différents types de monnaies. Donc ce qu'on voit en réalité est plutôt convergent avec l'idée que pour la Russie, finalement, ça permet d'avoir un pays dans la poche qui n'est pas exactement proche. Et il faut se souvenir par ailleurs, ça c'est un autre élément qu'on n'a pas évoqué, qu'au tout début de la guerre, c'est-à-dire 6 mois après le début de la guerre, il y avait naturellement la question des drones iraniens qui étaient tombés, mais on s'était également posé la question déjà de savoir si la Corée du Nord était prête à fournir des armements. Elle a probablement retardé l'échéance, et aujourd'hui, peut-être qu'elle est capable d'avoir davantage de leviers. Alors c'est intéressant ce que parce que la première leçon moi, que j'entends et que je tire de vos interventions, c'est que, et on va parler de la Russie juste après, ça profite plutôt à la Corée du Nord et à Kim Jong-un. Pourtant, vous nous dites qu'ils ont peut-être retardé le moment où ils allaient accepter de livrer des armes à la Russie. Probablement. Pourquoi ? S'ils ont reculé, c'est très simplement parce que aujourd'hui, si on se place dans l'idée que la Russie est capable de défendre ce territoire occupé d'Ukraine de manière relativement efficace depuis le début de l'offensive du mois de juin. Donc on peut imaginer que c'est pas pour ça que les Russes viennent chercher. Ce que vous disiez tout à l'heure, c'est pour une éventuelle nouvelle offensive russe. Et c'est une probable offensive russe en 2024. Voilà, au sortir de l'hiver. Alors, il y avait des livraisons avec Wagner. Voilà, et qui était passé par la Slovaquie, puisqu'un homme d'affaires était... Livraison de la Corée du Nord via Wagner, c'est ce que vous dites, soyons précis. Oui, à Wagner, durant l'année, la première année de la guerre, et un homme d'affaires slovaque était... impliqués dans la transaction. Alors, sur les enjeux côté russe maintenant, je vous propose d'abord une réaction, citation de la porte-parole du ministère français des Affaires étrangères, Anne-Claire Legendre, qui nous dit ceci: « La Russie est isolée au point d'être contrainte de se tourner vers la Corée du Nord. C'est une marque très forte de son isolement international. » Effectivement, Émilie, on peut abonder dans cette partie de l'analyse. Bah oui, parce qu'au-delà des éventuels deals dont vous avez parlé, des armes supplémentaires pour la Russie, peut-être, des technologies de pointe pour la Corée du Nord, peut-être aussi une pression sur la Corée du Sud, eh bien ce rapprochement, c'est un nouveau signe clair de l'isolement chaque jour plus grand de Vladimir Poutine. Si on revient un peu en arrière, avant c'était la Russie qui était à la tête d'une opération militaire spéciale, février 2022, qui était censée délivrer l'Ukraine des néo-nazis. Et qu'est-ce que devient la Russie ? Eh bien elle est bannie, un pays qui est banni par une bonne partie des pays du monde, et les seuls alliés qu'elle trouve ne sont autres que des régimes autoritaires, antidémocratiques, Syrie, Iran, Érythrée, Biélorussie et donc éventuellement Corée du Nord. Tous ont un point commun, ils ne se rangent pas du côté de la Russie parce qu'ils jugent forcément le conflit très juste. Non, c'est parce qu'ils y trouvent chacun un intérêt particulier, que ça soit stratégique, commercial, politique ou autre. Bon, bien sûr, il y a des cas particuliers et on en a parlé à l'instant, l'Inde, la Chine, qui jouent un petit peu un rôle d'équilibriste dans ce conflit et puis surtout dans leur positionnement vis-à-vis de la Russie. Mais globalement, et même si Poutine essaie de garder la face, il ne peut plus que piocher dans ces États pour espérer avoir un peu de soutien politique, militaire ou économique. Et ces opérations de communication, elles font pas long feu en ce moment. Et je voulais vous parler de la dernière en date, qui à mon avis sera pas réussie plus que les autres, mais qui est quand même assez rigolote, puisqu'il veut organiser les Jeux Olympiques des BRICS. Donc, vous savez, ce club des 5 pays, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Et le tout, comme par hasard, en juin 2024, soit quelques semaines juste avant les JO de Paris. Mais alors, il y a quand même on va dire, des alliances de
pays non démocratiques qui se renforcent. Oui, et justement, ça c'est un risque qui est signalé dans un ouvrage qui s'appelle Le Pacte des autocrates. Vous avez parlé de paria. C'est un ouvrage d'Isabelle Mandreau et Julien Théron. Le livre dévoile ce pacte qui n'est pas écrit, c'est pas textuel, mais qui résonne, je les cite clairement, sur la scène internationale et particulièrement depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Les deux auteurs notent deux choses importantes. D'abord, ces pays sont parfois rivaux, mais finalement, leur haine de l'Occident les rapproche quand même. Et puis la deuxième chose, c'est que leur régime finalement prend aussi de l'importance dans le monde. Ils estiment en 2021 que 70% de la population mondiale est gouvernée par des pouvoirs autocratiques. Donc ça fait quand même une bonne partie de la population mondiale. Qu'est-ce qu'il faut en conclure ? Alors tout dépend. Si on veut voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein, à moitié plein, on dirait d'un côté un Poutine qui est quand même isolé, affaibli, et de l'autre des pays antidémocratiques qui, avec ce conflit, trouvent un intérêt à s'allier pour peut-être imposer un nouvel ordre mondial. Alors, votre avis aux uns et aux autres sur on va dire, le côté russe. Patricia Lémonière, peut-être pour commencer, signe d'isolement, oui ou non ? Cette rencontre annoncée, on ne sait pas encore quand, avec Kim Jong-un. Non, je ne dirais pas signe d'isolement, je dirais renforcement du bloc anti-occidental. D'accord. Voilà. Avec notamment les BRICS dont on parlait. Avec les BRICS, et puis c'est surtout... la Corée du Nord sort de son isolement dans lequel le Covid l'avait plongé. Elle s'affiche avec Vladimir Poutine, avec la Chine qui est là, puisqu'on l'avait vu, les Chinois sont toujours présents. Et surtout, on le voit, désormais, il n'y a plus de possibilité à l'ONU de voter des sanctions, parce que la Chine et la Russie, sur le côté nucléaire, en particulier de la Corée du Nord, maintenant ne les votent plus, ces sanctions, alors que durant toute une période, elles les avaient votées. Donc il y a vraiment un changement, et je pense que c'est plutôt le renforcement de ce bloc par rapport à l'Occident. Florent Parmentier, est-ce qu'on a un prisme un peu déformant, vu d'ici, des pays occidentaux, d'Europe ou des États-Unis, sur l'isolement de la Russie ? Ce qui est vrai, c'est que Vladimir Poutine est isolé en Amérique du Nord et en Europe. Si on regarde ensuite la résolution du G20, le G20 l'année dernière avait mentionné la guerre d'agression, l'agression russe de l'Ukraine. Dernièrement, au mois d'août, c'était pas exactement les termes employés, on a parlé de guerre en Ukraine. C'est pas du tout la même manière de présenter la chose, et ça va malheureusement moins dans le sens d'un isolement de la Russie sur ce plan qu'à une forme, non pas de soutien, il n'y a pas de soutien à elle par rapport à ça, mais une forme d'indifférence qui revient à dire en fait que pour beaucoup d'acteurs internationaux dans un univers encore une fois beaucoup plus fragmenté qu'auparavant, l'idée est plutôt de dire l'Ukraine est une chose, mais c'est pas le seul conflit international, c'est pas le principal non plus quand vous êtes soit à Jakarta, soit à New Delhi, soit à Pékin. Et donc, il y a une forme de relativisation de ce conflit, très important pour les Européens. Et peut-être que l'illustration de ça, c'est le ministre des Affaires étrangères indien qui nous disait en substance, pendant longtemps, les Européens les Européens considéraient que l'Europe devait être le problème du monde. Les problèmes européens étaient les problèmes du monde. Mais maintenant, il faut qu'ils comprennent aussi que les problèmes du monde doivent être les problèmes des Européens. Et de ce point de vue-là, on a des formes de récrimination. Donc on voit qu'il y a effectivement il y a une tendance, il y a eu un très fort isolement au début du conflit de la Russie. Aujourd'hui, les choses ne se polarisent pas autour de ça, mais plutôt autour des possibilités pour un ensemble d'acteurs internationaux de pouvoir se positionner dans un jeu où le fait d'avoir des divergences très fortes permet de trouver des places différentes. On a le cas de Modi, on a le cas d'Erdogan. Donc on voit des leaders forts dans des pays qui ont une tradition démocratique se positionner aussi de manière... ambigu, si on veut. Alors, on a beaucoup parlé de la Chine dans ce débat. Est-ce qu'on voit apparaître là une sorte de triangle Chine, Russie, Corée du Nord ? Je vous propose un extrait d'un documentaire qui a été diffusé sur notre antenne, Corée du Nord, un plan pour survivre, à voir d'ailleurs en replay sur notre plateforme publicsena.fr. Écoutez bien l'extrait qu'on a choisi, c'est un négociateur, c'est un Sud-Coréen qui conseille les présidents sud-coréens depuis de longues années, qui a été négociateur avec la Corée du Nord. Voilà ce qu'il nous dit. Si jamais il y a un alignement entre la Chine, la Russie et la Corée du Nord contre les États-Unis et que cette alliance triangulaire se solidifie, voici une zone de survie complètement nouvelle pour Pyongyang, n'est-ce pas ? Pour un pays aussi petit que la Corée du Nord, ces deux grands pays, la Chine et la Russie, leur fourniraient ainsi une marge de manœuvre pour survivre. Les restrictions du Conseil de sécurité ainsi que les sanctions américaines n'auront plus aucun effet.
Résultat, la Corée du Nord pourra s'installer confortablement comme un pays nucléaire sur la scène internationale. Pierre-Antoine Donnet, est-ce que ça veut dire que cette rencontre à venir entre Kim Jong-un et Vladimir Poutine se fait forcément avec l'aval de la Chine ou pas ? Oh, je ne dirais pas forcément qu'elle a donné son aval, elle a certainement été peut-être consultée, mais vous savez, ces régimes sont tellement opaques qu'on peut difficilement se prononcer. Juste un rappel, quand Vladimir Poutine est allé à Pékin le 4 février l'année dernière, où lui et Xi Jinping se sont déclarés les meilleurs amis du monde, ils le disent depuis des années, mais des liens indéfectibles entre la Russie et la Chine. Ça n'a pas tout à fait le même sens avant ou après le déclenchement de l'offensive russe en Ukraine. Est-ce que la Chine avait été prévenue de l'agression russe en Ukraine? On ne le sait pas. Les petits éléments qu'on peut recueillir, c'est de penser que non. Alors maintenant, aujourd'hui, c'est une situation totalement différente. Mais là, vous avez juste derrière vous l'un des portraits de Kim Jong-un. On a dit pendant ce débat que son pays était ultra dépendant économiquement de la Chine. Peut-il aller en Russie négocier un éventuel accord sur des armes, voilà, sans en avoir référé à son puissant allié chinois? Le plus important n'est pas là. Finalement, vous savez, l'important c'est que la Chine trouve avantage à ce que cette guerre continue. Le plus longtemps elle dure, le plus longtemps ça fait les affaires du régime de Pékin. Or là, si effectivement il y a des livraisons d'armes, et là je rejoins ce que vous disiez tous les deux, c'est clair que ça va dans le sens d'une guerre qui va durer plus longtemps. Mais pourquoi la Chine y a un intérêt? Parce que je vais vous dire, c'est simple, c'est que le dessein de la Chine, il est tout simplement diabolique. C'est de prendre le contrôle, de dicter ses lois de ce nouvel ordre mondial qu'elle veut créer. Et ça, elle n'en fait pas vraiment mystère. Quand on étudie les discours de Xi Jinping, il le laisse entendre de façon très claire. Or, les dictateurs, il faut les prendre au sérieux quand ils parlent. On aurait dû prendre au sérieux avant Poutine. On ne l'a pas fait. Xi Jinping, il annonce un peu la couleur. Et finalement, quand la Russie sera exsangue, quand son économie sera totalement à terre, qui c'est qui va en tirer profit? C'est la Chine, c'est déjà le cas aujourd'hui. Alors après, elle aura toute l'attitude pour imposer ses vues à la Russie, à la Corée du Nord qui est extrêmement dépendante, à l'Iran qui est un autre État voyou. Alors tout ça sous un attrait finalement où la Chine ne veut pas se présenter comme un État voyou. Parce que là, on a 2 États voyous, avec l'Iran ça en fait 3. La Chine ne veut pas se montrer comme ça. Donc elle attend son heure, tranquillement, avec cependant une grave hypothèque aujourd'hui qui change un peu la perspective, c'est cette crise économique à l'intérieur de la Chine, qui là modifie quand même les données. Alors on voit de façon très claire qu'aujourd'hui, en Chine, la priorité n'est plus l'économie, mais l'idéologie et la stabilité. Xi Jinping est devenu un obsédé total de la stabilité politique parce qu'il sait qu'à l'intérieur de son pays, ça commence à râler sec. On consacrera d'ailleurs un débat à l'économie chinoise dans quelques jours dans ce Sens Public. Peut-être un dernier mot avec vous, Florent Parmentier. Quand on parle de la Chine, il faut comprendre évidemment la diplomatie chinoise en fonction des États-Unis et de ce bras de fer avec les États-Unis. On l'a un tout petit peu évoqué, mais je voudrais bien quand même terminer là-dessus. La réaction potentielle des États-Unis, et vous l'avez dit, les limites de cette réaction. Après, je reviens à la rencontre Kim Jong-un et Vladimir Poutine. Quelle est la marge de manœuvre américaine après un événement comme celui-là? En réalité, elle est assez faible. Ce que peuvent faire les États-Unis, c'est renforcer ce qu'ils font actuellement. Leur lien avec le Japon et la Corée du Sud, les pousser à prendre davantage de responsabilités de sécurité. Je rejoins ce qui a été dit juste avant sur la Chine est la gagnante de la situation, aussi parce que les États-Unis sont mobilisés pour soutenir un État en Europe. Pour la première fois depuis le plan Marshall, c'est un État européen, l'Ukraine, qui a eu qui a été le principal bénéficiaire de l'aide américaine. C'est quelque chose d'important. Or, si on se place dans une perspective où depuis 10 ans, le grand défi des États-Unis, c'est d'avoir un siècle pacifique, mais vers le Pacifique, le fameux pivot dont parlait Barack Obama, alors on peut se dire effectivement que c'est une forme de contretemps pour les États-Unis, où ce qui avait été dit par le ministre de la Défense américain était qu'il souhaitait faire en sorte que la Russie sorte épuisée et cassée par ce conflit. On voit que pendant ce temps, la Chine avance ses pions quand la Russie continue la guerre.
Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce débat qui était passionnant. J'ai rappelé les titres de vos livres, Patricia Lémonnière, Au cœur du chaos, publié aux éditions Artaud d'ici quelques jours. C'est ça, à la fin du mois, témoignage d'une maman reporter qui tente de maintenir le lien avec son enfant alors que la guerre défile devant ses yeux. Pierre-Antoine Denet, Le dossier chinois, portrait d'un pays au bord de l'abîme, qui est publié aux éditions du Cherche Midi. Je vous dis à bientôt sur ce plateau de Public Sénat.